Alors, c'est particulièrement important de parler du sujet des personnes qui sont déplacées liées au changement climatique parce que c'est un concept qui génère énormément de fantasmes. Et je vous invite vraiment toutes et tous à vous cultiver, à vous renseigner sur le sujet parce que dans les années qui viennent, et bon, de toute façon, les questions migratoires sont éminemment politiques, et on le sait trop bien en ce moment vu le contexte en France. Mais en fait, il faut pas. Alors, il y a effectivement un rapport de la Banque mondiale qui annonce des chiffres donc, de centaines de millions de personnes qui vont être contraintes d'être déplacées de leur lieu de vie en raison du changement climatique. Ça ne veut pas dire des centaines de millions de personnes qui vont débarquer sur les rives européennes ou nord-américaines. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que le changement climatique, il entraîne des déplacements en général au niveau d'une région ou d'une sous-région. Ces déplacements, ils sont déjà à l'œuvre à l'heure actuelle. On voit notamment des petites îles, des petits États insulaires du Pacifique où les gouvernements ont déjà décidé d'acheter des bouts de territoire qui ne sont pas en fait sur leur île, mais sur un continent pour anticiper les mouvements de population parce qu'il y a des îles qui ont déjà et qui vont être rapidement ensevelies sous la montée du niveau des mers. Donc c'est important. Vraiment, je vous invite à ne pas vous laisser influencer, en tout cas trop, à avoir une lecture critique de tous ceux qui disent oh là là, tous ces réfugiés climatiques, c'est nous qui allons les avoir. Et notre devoir, c'est d'abord un devoir de solidarité, un devoir de responsabilité. Parce que tout à l'heure, je vous disais que les États ne font pas du tout leur taf en termes de réduire leurs émissions. Ils ne font pas du tout leur boulot non plus en termes de soutenir l'adaptation de ces pays, de ces populations qui sont déjà en première ligne du changement climatique. Puisque dans le cadre des négociations internationales sur le climat, il y a une entité qui s'appelle la CNUC, c'est la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est basée à Bonn en Allemagne. Et dans le cadre de cette convention, tous les États de la planète sont mis d'accord sur un principe de ce qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée dans le changement climatique. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, tous nos gouvernements, nous toutes et tous, on est responsables du changement climatique de par nos modes de vie, mais pas tous de la même manière. Et concrètement, l'empreinte carbone à l'heure actuelle d'un petit enfant européen par rapport à l'empreinte carbone d'un petit Ghanéen n'est pas du tout la même. Donc parfois, quand on entend des discours sur le fait qu'il faut absolument agir sur la croissance démographique en Afrique pour lutter contre le changement climatique, c'est une belle manière de se défausser de ses responsabilités parce qu'il faut déjà revoir nous nos modes de production, de consommation, de mobilité, principalement dans les pays développés. Donc concrètement, tout à l'heure, je n'ai pas développé sur l'action que mène CARE, mais l'idée c'est pour nous de dire que la solution, elle vient vraiment des communautés les plus vulnérables. Ce n'est pas à nous, en tant qu'ONG, d'arriver avec nos solutions toutes prêtes, d'expliquer aux gens ce qu'ils auraient dû faire depuis des années, et s'ils sont dans cette situation, c'est de leur faute. Non, c'est vraiment de valoriser les savoirs, les savoir-faire, et donc de travailler avec les communautés locales pour qu'elles identifient en fait comment leur environnement a changé au cours des années, des décennies qui se sont écoulées en termes de maintenant il y a combien de saisons sèches par an, il y a combien d'inondations, pour déjà voir quelle est leur observation à eux, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place comme solution, et puis faire en sorte que ces populations elles aient accès à des données météorologiques, donc notamment les mettre en lien en fait avec leurs instituts météorologiques nationaux qui peuvent les aider sur les prévisions et les aider à décrypter ces informations qui ne sont pas toujours évidentes pour des gens qui ne sont pas toujours allés à l'école. Donc c'est mettre en lien ces savoirs et puis qu'ils définissent eux-mêmes quelles sont les actions qu'ils ont envie de mener. Et c'est là où nous on joue un rôle particulièrement important, dans le sens où c'est pas vraiment sur le technique qu'on va les aider, c'est plutôt justement sur tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'utiliser ce point d'entrée de comment s'adapter au changement climatique pour rééquilibrer les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et donc faire en sorte que dans les ateliers, les conseils qui se réunissent pour parler de qu'est-ce qu'on va faire concrètement au niveau de notre village, au niveau de ce canton, il y ait des femmes qui puissent participer à ces échanges, qu'il y ait des représentants de populations, de tribus qui sont marginalisées, qui d'habitude ne sont jamais consultées quand on prend des décisions, faire en sorte qu'ils soient là, qu'on les écoute. Et que, ensemble, on décide par exemple d'utiliser des semences qui vont être plus résistantes aux sécheresses, plus résistantes aux inondations, qu'on fasse en sorte de ne plus utiliser des
engrais chimiques, mais d'investir davantage dans le fait de faire du compost ou du lombricompost. Et puis ensuite tester ces solutions, bien sûr avec les autorités locales, et si elles ont vraiment un impact positif, c'est ensuite faire un plaidoyer pour que ces solutions elles puissent être passées à l'échelle au niveau d'une région dans un pays ou même au niveau national. Donc c'est ça, ces différentes strates qui sont intéressantes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on arrive à avoir ce point d'entrée pour les femmes, de créer des espaces de dialogue où elles se sentent en confiance pour s'exprimer, où ensuite elles sont valorisées, elles vont dans d'autres villages pour partager à d'autres femmes ce qu'elles ont fait, eh bien, il y a un effet boule de neige extrêmement positif où en fait on voit qu'elles prennent confiance en elles, on voit que les hommes aussi leur donnent de l'espace et concrètement en fait tout le monde s'y retrouve. Et là pour nous c'est important de ne pas avoir un argument qui soit de dire il faut impliquer les femmes parce que c'est mieux pour tout le monde, il faut impliquer les femmes parce que l'égalité des droits c'est un droit humain fondamental et donc on doit tous et toutes travailler dessus, y compris à travers l'angle climatique. Merci. Ça m'interpelle parce que, et je vais vous laisser réagir, mais on a l'impression qu'il y a quand même une différence culturelle fondamentale entre les sociétés et la construction dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont matriarcales dans les pays du Sud. Comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre pour tendre vers l'objectif, qui sont les objectifs fixés par le GIEC ou par les rapports de l'ONU que tu mentionnais tout à l'heure? Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là? Alors, déjà, je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup de sociétés matriarcales à travers le monde. Il y en a une. Il y en a plus dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Ouais, il y en a plus, non, c'est sûr. On est d'accord sur ce postulat, quand même. Ça, c'est sûr. Et ne serait-ce que. Je marche sur des œufs. Sur les négociations climatiques, c'est assez désolant de voir que, bon, il y a un effort qui a été fait, puisque maintenant, je crois que c'était fin 2020. Les chiffres qui sont sortis, c'est qu'il y a à peu près 40% des délégations qui sont maintenant des délégations nationales des pays qui vont négocier les gros accords sur le climat. En fait, ce sont des femmes, les membres de ces délégations. Mais si on regarde qui sont les chefs de ces délégations, là, il n'y en a même pas 25% qui sont des femmes. Et en fait, moi je vous parle de ça parce que forcément c'est ce à quoi je me frotte tous les ans, les COP, mais ce que me disent mes collègues effectivement sur le terrain, c'est qu'en fait, là où on arrive à créer plus de changements, c'est beaucoup plus à l'échelle locale. Il y a un travail à faire avec les hommes, et notamment, je vais dire un mot qui a un peu tendance en ce moment, un peu des influenceurs dans les communautés, les leaders, que ce soit les leaders soit qui sont élus, soit les leaders traditionnels, les chefs, les leaders religieux, ceux qui peuvent vraiment, dont la parole est entendue par d'autres hommes. Et quand on arrive à les convaincre eux, en fait c'est je ne vais pas dire que c'est un tapis rouge qui se déploie devant les femmes, mais en tout cas ça facilite grandement, ça accélère le changement des mentalités, l'ouverture à ce que les femmes, y compris des jeunes et des moins jeunes, et des femmes venant de populations marginalisées, de tribus qui sont en général mises de côté, puissent s'exprimer. Donc honnêtement, on a été créé il y a 75 ans maintenant. Le changement climatique, il s'accélère, il s'accentue, et le travail de développement qu'on fait, il a des résultats, mais malheureusement, il se fait dépasser un peu par la réalité de l'urgence climatique qui s'accélère. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, je retiens notamment le témoignage d'une personne du Pérou qui était venue nous voir à Paris il y a quelques années. C'était une participante, une bénéficiaire d'un des projets de CARE. Et elle, ce qu'elle me disait, c'était que elle savait que d'ici quelques années, en gros, maintenant c'est d'ici 2030, il y a un glacier dont dépendent 1 million de personnes au Pérou pour avoir accès à l'eau. Et ce glacier, d'ici 2030, il aura disparu. Donc en fait, ces populations-là, elles étaient déjà au début des années 2010 à se dire comment on se prépare, parce qu'on n'a pas envie de quitter notre lieu de vie. C'est là où on a toujours vécu, nos ancêtres, c'est là où toutes nos familles vivent, ont été enterrées, c'est toute notre culture, on n'a pas envie de partir, donc comment se préparer?
eh ben, ils ont pensé à des solutions très, très concrètes, à savoir planter des arbres qui permettent de garder les ressources en eau plus longtemps dans la terre. Ils se sont mis à développer leur culture et ne pas, par exemple, uniquement dépendre de leur récolte en pommes de terre, mais aussi développer l'élevage de cochons d'Inde qui sont un mets fin au Pérou, pour celles et ceux qui n'y sont pas allés, pour que si la récolte de pommes de terre ne soit pas bonne, eh ben, elles puissent, ces agricultrices, ces éleveuses, se reporter sur une autre source de revenus. Et puis, elles se sont mises à aussi cultiver des pommes de terre qui demandaient moins de ressources en eau, qui étaient plus nutritives, qui étaient plus rares sur le marché, qui donc pouvaient être vendues plus cher. Et donc, leurs expériences, elles ont pu le partager avec d'autres femmes. Et elles se sentaient... c'était très chouette de voir cette femme qui, pour la première fois de sa vie, était allée à Lima pour se faire un passeport. Ensuite, elle est arrivée à Paris pour parler des ministres, etc. Et ça, franchement, c'est chouette à la fois en tant qu'individu d'entendre des histoires, parce que ces histoires, parce que ça montre que le changement est possible, que des femmes peuvent vraiment prendre leur destin en main et montrer aux hommes et à d'autres femmes qui sont sceptiques qu'elles peuvent créer le changement. Et puis aussi parce qu'ils sont davantage entendus que nous, les CARE, les Oxfam, les Greenpeace, qui rencontrons régulièrement les autorités françaises et qui ne bougent pas vraiment autant qu'on le voudrait en termes notamment de soutien aux pays du Sud. Solène, est-ce que tu veux compléter ce qui a été dit ? Oui, rapidement. Effectivement, d'un point de vue, on va dire, philosophique, l'objectif de l'écoféminisme, on l'a vu tout à l'heure, c'est de déconstruire les systèmes d'oppression. Donc, il n'est pas question que les femmes prennent le pouvoir pour ensuite rétablir les mêmes systèmes d'oppression dans lesquels nous sommes aujourd'hui. L'objectif, c'est de vraiment donner un gros coup de pied dans la fourmilière et reconstruire les bases à zéro. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec l'écoféminisme, c'est qu'on vient redéfinir en fait la notion de pouvoir. On vient lui donner une nouvelle définition. Il y a notamment une des figures de proue de l'écoféminisme qui s'appelle Starhawk, qui explique sa vision à elle du mouvement et qui explique que l'objectif, c'est de sortir de ce qu'elle appelle le pouvoir sûr, c'est-à-dire le pouvoir dans lequel la vision du pouvoir telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le pouvoir et puis en faire un système d'oppression, et construire une société qui soit plutôt basée sur ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans, c'est-à-dire construire une société qui soit basée sur les richesses de chacun, chacune. Et qu'en fait, ces richesses-là, c'est ça qui en fait un pouvoir. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on déconstruit tout pour tout reconstruire à zéro, et c'est ce qui fait de l'écoféminisme un mouvement qui est fondamentalement radical et qui paraît un peu vertigineux, parce que effectivement, en fait, il y a tout à refaire quand on regarde la société de ce point de vue-là. Donc ça peut faire un peu peur, mais c'est aussi hyper stimulant parce qu'il y a tout à imaginer. Je vais te poser la question, toi qui es très proche des mouvements écolos, est-ce que tu as constaté une évolution positive dans l'égalité des genres, dans les prises de décision depuis, je sais pas, quelques années, depuis 5-10 ans, depuis ton engagement? Ouais, alors effectivement, ce qui a permis l'émergence du mouvement écoféministe en France, parce que donc le mouvement a été conceptualisé pour la première fois dans les années 70, et c'était une Française, Françoise Daubonne, qui en a parlé pour la première fois dans un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », fun. Mais voilà, c'était la première fois où on a écrit dessus et où on l'a identifié comme un mouvement en tant que tel. En France, ça n'a pas pris, c'est que maintenant, depuis 3-4 ans que ça émerge. Et ce qui a permis cette émergence-là du mouvement, c'est notamment la COP21, on en a parlé en 2015, qui a permis de faire monter en connaissance et en compétence la population française sur les sujets liés à l'écologie. Et suite à ça, en fait, on a eu 2017-2018 les vagues du MeToo et Balance ton porc, qui ont permis aussi de mettre un coup de projecteur sur les sujets féministes et de lever un petit peu des débats là-dessus, et pareil, de faire monter en connaissance et en compétence la population française sur ces sujets-là. Ce qui a permis, en fait, de préparer un terreau fertile qui permet de mieux envisager les convergences de ces deux luttes-là qui sont maintenant vues comme des nécessités. Donc effectivement, il y a un mieux, les choses elles bougent petit à petit. Ce
Ce qu'il y a d'intéressant dans l'écoféminisme, c'est que souvent, dans des événements comme celui-ci, on sent les deux communautés qui fusionnent. C'est-à-dire, il y a d'un côté la communauté écolo et souvent de l'autre côté la communauté féministe. Et la curiosité fait qu'il y a une mixité qui se crée entre les deux et que ça fait quelque chose de chouette. On sent qu'il y a des points de blocage des deux côtés qui sont pas forcément tout le temps les mêmes, mais qui en fait quelque chose d'intéressant parce que l'objectif de l'écoféminisme, c'est pas de venir unifier tous les mouvements, c'est plutôt de venir les fédérer, puisqu'on a dit que l'objectif c'était de valoriser les richesses individuelles de chacune, et c'est aussi les richesses de chacun des mouvements. Et ben l'objectif c'est de se dire, mettons-nous toutes et toutes ensemble pour faire changer les choses. Plutôt que de se dire, on se met ensemble et il faut absolument que tout le monde pense pareil. Surtout pas. On sort de ce schéma-là et on valorise les richesses de tout le monde. Et les principaux blocages, tu as raison. Tout simplement un manque de connaissances. Souvent, dans les sphères écolo, on n'est pas forcément tout le temps au courant de tous les codes féministes. Ils n'arrivent pas à reconnaître les bonnes poubelles, c'est ça? Les quoi? Ils n'arrivent pas à reconnaître la couleur des poubelles, c'est ça? Peut-être. Non, on sent qu'il y a souvent une méconnaissance. Non, mais c'est déçu. En fait, on le voit très bien, quoi. C'est le fait de ne pas forcément inclure le langage inclusif, par exemple, dans les communautés écolo. C'est pas encore un outil qui est tout le temps utilisé. Donc le fait vraiment de prendre en compte toutes les identités de genre, je pense qu'il y a encore un boulot à faire là-dessus. Dans les communautés féministes, sur les événements par exemple, avoir des éco-cups, de plus en plus, c'est des petits détails comme ça, mais voilà, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se démocratiser, et puis des événements comme ça permet aussi de faire avancer un petit peu les choses, d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Alexandre, peut-être pour te redonner la parole, est-ce que au sein de ton organisation, est-ce qu'il y a exclusivement des femmes ou est-ce que c'est ouvert aussi aux hommes? C'est une question que j'avais. Et comment est-ce que vous justifierez ça si c'est le cas? Alors du coup, l'action de l'association, elle est destinée aux femmes et aux minorités de genre. Parce qu'en fait, on a fait l'expérience au tout départ de l'association, il y avait plutôt, avant même de former des femmes, il y avait plutôt cette idée d'aller dans des CADA, des CHRS, proposer des ateliers d'art floral à des femmes en demande d'asile, donc qui n'avaient pas le droit de travailler. Et au départ, ces ateliers étaient mixtes, on se rendait compte que dans ces espaces-là, quand les hommes venaient, les femmes arrêtaient de venir progressivement. Et du coup, l'expérience d'une part a fait qu'on a commencé à privilégier la création d'espaces où les femmes qui étaient destinées aux femmes pour qu'elles puissent parler, créer du lien social entre elles. Et puis, comme dans les formations qu'on propose, il y a aussi cette idée de reconstruction et c'est pour ça que tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas tomber dans cette dualité de intérieur, extérieur, parce que finalement, si on a un projet d'écoféministe, il faut aussi travailler sur la notion de reconstruction de soi par la reconnexion à la nature et que c'est parce qu'on va être en adéquation avec ça que ce qu'on va pouvoir produire sur le monde va être positif. Donc je pense qu'il y a aussi ces deux idées-là qui sont ancrées dans notre réflexion à nous, en tout cas dans ce qu'on essaye de faire au quotidien. Mais du coup, pour créer cet espace de reconstruction et pour qu'il soit le plus fertile possible dans les deux sens, en fait, il fallait que ça soit un espace où les femmes se sentent en confiance et bien et que ce soit un climat de bienveillance. Et du coup, on a décidé que, étant donné qu'elles avaient aussi des freins supplémentaires à l'entrée sur le marché du travail, parce que voilà, on le sait, l'accès au travail n'est pas le même quand on est une femme ou quand on est un homme, quand on a une charge parentale, quand on a des enjeux de précarité, c'est pas vécu de la même chose, c'est pas la même expérience, parce que le genre fait que l'expérience diffère. Et bah, du coup, on a préféré se reconcentrer sur les femmes et privilégier les femmes pour notre formation. Tant pis, je ne ferai pas fleuriste. Mais je pense que tu peux totalement t'inscrire en CAP et dans ce cas-là,